Géraud est un assassin d'âge moyen, expert dans l'art du poison, mais il a un gros problème, tous ses amis se sont mariés, alors que lui n'arrive même pas à se trouver une petite amie, il doit donc faire quelque chose pour remédier à cela avant de finir seul et mourir ainsi. Lors d'une mission de Géraud, il doit éliminer le président d'un groupe Yakuza, et le président en question est en train de faire un speedrun de cancer du poumon tout en étant assis sur plusieurs hommes presque nus utilisés comme meubles, ce qui est plutôt classe, si vous voulez mon avis. C'est une célébration pour commémorer le succès récent de leur groupe, alors le président commande du vin pour tout le monde, mais d'abord, pour s'assurer qu'il n'est pas empoisonné, il ordonne à son testeur de poison le plus fiable d'essayer le vin. Le testeur prend une gorgée, et après avoir confirmé que le vin n'a pas d'effet négatif, le président boit une gorgée. Cependant, quelques instants plus tard, le président crache une bouche de sang car le vin était bel et bien empoisonné, et le responsable était Géraud. Il avait glissé le poison dans le vin du président alors qu'il était déguisé en serveur, et son travail était fait. Il s'est glissé dans la foule comme si de rien n'était. Tout cela fait partie de son quotidien, mais sur le chemin du retour, il remarque une jolie fille flirter avec un gars dans une voiture, et il est honnêtement un peu jaloux, à tel point qu'il se laisse distraire et se cogne droit contre un lampadaire. Un peu plus tard, il retourne enfin à la base, et là, il rend compte à sa sœur du déroulement de la mission. Elle est contente d'apprendre que c'était un succès, mais elle ne peut s'empêcher de se demander comment il a réussi à glisser ce poison dans le verre du président sans que le testeur de poison ne le découvre. Il explique qu'il n'a pas du tout fait passer le poison devant le testeur, il a simplement anticipé et rendu le testeur immunisé contre ce poison particulier. Au cours des 3 derniers mois, il avait ajouté de minuscules quantités de poison à la nourriture du testeur, car il était beaucoup plus facile à approcher que le patron. Une fois que son corps a développé une résistance suffisante à la toxine, il ne pouvait plus dire si le vin était empoisonné ou non, donnant ainsi au président le feu vert pour boire le vin contaminé. Sa sœur est impressionnée qu'il ait pu penser à un plan aussi ingénieux, mais elle est surprise qu'il ait mené cela à bien, car cela semble avoir été une énorme prise de tête. Il admet que c'était agaçant à faire, mais c'était la meilleure option car personne ne s'attendrait à ce qu'un assassin élabore un plan aussi alambiqué. Sa sœur est contente qu'il s'en soit sorti indemne, mais elle a en fait autre chose à discuter, alors elle demande à Géraud s'il a réfléchi à se marier. Géraud recrache son encas quand il l'entend mentionner le mariage, car c'est un sujet sensible pour lui. Après tout, il est hors de question que quelqu'un comme lui puisse avoir une relation normale, surtout pas dans son métier. Sa sœur lui demande de reconsidérer, mais Géraud dit qu'il n'y a rien à penser, car leur grand-mère veut déjà faire de l'un d'eux le nouveau chef du clan du poison, et quand il a essayé de refuser parce qu'il est célibataire, sa grand-mère l'a mis en relation avec une parfaite inconnue d'une famille cadette et a failli le forcer à se marier sur le champ. Il a réussi à s'en sortir, mais c'est pourquoi il n'est pas pressé de se marier de sitôt, et il est parfaitement satisfait que la lignée du clan du poison s'arrête avec lui en tant que dernier maître du poison. Plus tard dans la nuit, Géraud sort rencontrer un de ses vieux amis, le maître des insectes, et les deux s'assoient pour boire un verre ensemble. Le maître des insectes mentionne qu'il a entendu dire que le maître des aiguilles a maintenant 3 enfants, et Géraud est content pour le maître des aiguilles, mais il ne pourra jamais partager cette expérience, puisqu'il va passer le reste de sa vie célibataire, mais au moins il a toujours le maître des insectes avec lui, donc ils peuvent être célibataires ensemble. Cependant, le maître des insectes a en fait quelque chose qu'il voulait dire à Géraud. Il informe Géraud qu'il pense en fait à se marier bientôt, et cette information prend Géraud au dépourvu. Le maître des insectes explique alors qu'il a récemment rencontré une fille gentille, et qu'elle l'accepte comme il est, donc il sent vraiment qu'il pourrait passer le reste de sa vie avec elle. Géraud n'arrive pas à croire que le gars dont la spécialité est les insectes ait réussi à trouver une bonne partenaire avant lui, mais tout de même, il est content pour son ami et le félicite. Le maître des insectes assure à Géraud que le fait qu'ils se marient ne changera pas le fait qu'ils sont meilleurs amis, et Géraud est content de l'entendre, mais il mentirait s'il disait qu'il n'est pas au moins un peu jaloux, car il ne peut même pas commencer à s'imaginer trouver la femme parfaite. Plus tard, Géraud est invité à la base de Gold car il aimerait lui demander une faveur. La devise de Géraud est qu'il offre des services de nettoyage à un prix raisonnable, mais seulement si la cible est mauvaise, c'est pourquoi Gold l'a amené ici aujourd'hui. En prime, il propose de laisser Géraud s'amuser un peu avec ses secrétaires avant qu'il ne se mette au travail, mais Géraud refuse car il n'y a aucune chance qu'il puisse faire quelque chose comme ça. Il dit qu'il veut juste en finir le plus vite possible, alors Gold présente la cible à Géraud, mais Kinazaki, une arnaqueuse au mariage qui a escroqué les hommes de Gold de leur argent durement gagné en les trompant pour qu'ils tombent amoureux d'elle. Cela suffit à remplir les critères de Géraud, alors il se met au travail et l'injecte avec une toxine nerveuse. Il lui dit alors que dans les prochaines minutes, chaque nerf de son corps aura l'impression d'être déchiré pièce par pièce, et qu'elle sera consciente pendant chaque minute de cette torture. Mais ne réagit pas à la déclaration de Géraud et lui dit nerveusement qu'il lui rappelle son premier amour, mais Géraud peut voir qu'elle essaie juste de se sortir de cette situation en flirtant avec lui, comme elle l'a fait avec les autres, mais admet qu'elle a arnaqué des gens,
mais elle dit qu'elle avait une très bonne raison pour cela, elle essayait de gagner assez d'argent pour payer les factures d'hôpital de son frère malade, mais elle admet que ce qu'elle a fait était quand même mal. Elle est juste contente de passer son dernier moment à regarder un visage similaire à celui de quelqu'un qu'elle aime. Le poison commence vraiment à faire effet sur le corps de May, et il est assez clair que tout ce qu'elle a dit n'était qu'une tentative de toucher le cœur de Jero, mais si vous vous demandez s'il est vraiment assez crédule pour tomber dans le piège de quelqu'un qui est littéralement confirmé comme une arnaqueuse professionnelle de l'amour, oui, il l'est. Juste à ce moment-là, Jero reçoit un appel de sa sœur, et elle s'excuse de l'appeler alors qu'il est en plein travail, mais elle doit retourner dans la branche principale de la famille, alors elle voulait le prévenir avant de partir. Cela choque Jero, alors il lui demande ce qui se passe, et sa sœur explique que leur grand-mère est très sérieuse quant à vouloir un héritier, et comme Jero n'a pas de femme et qu'ils n'ont pas pu le convaincre d'accepter le mariage arrangé, sa sœur doit le faire à sa place. Jero essaie de lui dire qu'elle n'est pas obligée de faire ça, mais sa sœur n'a pas ce qu'il faut pour échapper à la famille principale, et elle sait que si elle refuse, ils lui enlèveront probablement sa liberté pour l'utiliser comme une machine à faire des bébés. Et si c'est l'alternative, alors elle préfère se soumettre à la volonté de leur grand-mère et accepter. Jero demande à Akari ce qu'elle va faire pour sa petite amie, et elle dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de rompre avec elle. Jero lui dit de ne pas faire ça, mais elle lui crie dessus que c'est la seule solution, car elle ne veut pas que Jero doive se sacrifier à sa place. C'est vrai que Jero ne veut pas de mariage arrangé, mais il ne veut pas non plus que sa sœur ait à passer par là, alors il a une idée. Il s'approche de May et lui dit que si elle veut vivre, elle doit accepter de l'épouser. Au moins de cette façon, il choisirait quelqu'un pour qui il est déjà attiré, alors il lui demande si elle est d'accord. En entendant cela, May lui sourit avec soulagement, puis elle dit « non », alors. Jero ne s'attendait vraiment pas à cela après ce que May avait dit plus tôt, mais elle essayait juste de lui rentrer un peu sous la peau comme vengeance avant de mourir. Après tout, pourquoi voudrait-elle épouser quelqu'un qui pense qu'il est approprié de demander en mariage une personne qu'il était sur le point de tuer un instant plus tôt? Jero réalise qu'elle a raison, car lui non plus n'accepterait pas un tel marché, et May ajoute que s'il est vraiment sérieux à propos de trouver une femme, alors il doit être honnête avec lui-même sur ce qu'il ressent, sinon, il ne trouvera jamais personne. Juste à ce moment-là, Gold appelle Jero via le système de communication et lui demande s'il peut se dépêcher un peu, car il veut déjà le voir tuer May. Cependant, Jero est en pleine réflexion. Il a pour règle de ne tuer que les personnes mauvaises qui méritent de mourir, non pas parce qu'il se soucie de la justice ou quoi que ce soit, mais plutôt pour lui permettre de mieux dormir la nuit. Cela dit, il tue toujours des gens pour vivre, et il s'est toujours dit qu'il méritait d'être seul pour le reste de sa vie, mais même quelqu'un comme lui pense parfois à tomber amoureux et à vivre une vie heureuse. C'est tout ce à quoi il pense ces derniers temps, mais il sait qu'il ne rencontrera jamais quelqu'un comme ça, parce qu'il n'a aucune compétence sociale. Il n'est jamais allé à l'école normale, ne s'est jamais fait d'amis, et en tant que maître du poison, il ne rencontre presque jamais de nouvelles personnes à moins que ce ne soient des assassins comme lui. Mais lui dit qu'il a juste besoin de se montrer et de rencontrer toutes sortes de personnes, car éventuellement quelqu'un finira par l'aimer, même si cela demandera probablement beaucoup d'efforts de sa part. Mais cela mis à part, elle lui dit de se dépêcher de la tuer. Après tout, elle le mérite après ce qu'elle a fait subir à son frère. Juste à ce moment-là, Gold et son équipe apparaissent dans la chambre, et il dit à Jero d'en finir, car il a déjà reçu plus que suffisamment de conseils amoureux de May. Cependant, Jero refuse catégoriquement, car il a besoin de May en vie. Il ne va pas lui demander de l'épouser, mais il croit que seule une personne ayant des compétences de marieuse comme elle serait capable de l'aider à trouver une partenaire, alors il lui propose de l'engager pour l'aider à trouver une femme. Mais ne s'attendez pas à ce que Jero dise cela, et c'est de loin le travail le plus étrange qu'on lui ait jamais proposé, mais elle est heureuse d'accepter. Juste à ce moment-là, Gold et son équipe lèvent tous leurs armes, et Gold dit à Jero qu'il ne sortira pas d'ici après l'avoir trahi ainsi. Jero ne considère pas cela comme une trahison, car sa règle est de ne tuer que la racaille humaine, et May ne semble pas assez mauvaise pour mériter la mort, mais Gold, en revanche, est une autre histoire. Son organisation gagne de l'argent en prenant des missions auprès de gens ordinaires, puis en utilisant les informations recueillies sur ces personnes pour les faire chanter et extorquer de l'argent. On ne sait pas combien de vies son entreprise a ruinées, et cela lui semble plutôt minable, donc il semble qu'il est une nouvelle cible. Jero prend une seringue et s'injecte un poison spécial, et alors que le groupe tire sur lui avec ses armes, il disparaît sous leurs yeux, avec May, avant de réapparaître au-dessus d'eux sur le plafond avec quelques fioles de poison en main. Quelques instants plus tard, Jero injecte à May l'antidote pour le poison qu'il lui avait donné plus tôt, pendant que tous les membres du gang sont soit inconscients, soit en convulsion, mais malgré les apparences, ils ne vont pas mourir. Il a simplement utilisé son poison des 300 ans de tourment, donc ils ressentiront une douleur inimaginable pendant un certain temps, mais cela finira par s'estomper. Pendant ce temps, il appelle sa sœur et lui dit qu'elle n'a pas à se soumettre aux exigences de leur grand-mère. Elle essaie de discuter avec lui, car elle a déjà pris sa décision,
mais il l'interrompt et explique qu'il vient de réaliser qu'avoir une relation sincère est l'un des plus grands miracles qui soit, et il ne veut pas qu'elle gâche sa vie pour lui, alors il promet qu'il se mariera et succédera au clan du poison à sa place. Après cela, Géraud se prépare à ramener Mai chez lui pour qu'elle puisse commencer à lui donner de bons conseils amoureux, mais il ne sait pas comment faire pour la porter, car il n'a jamais eu à toucher une fille à moins que cela ne fasse partie de son travail avant cela. À cela, Mai lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle est en fait un garçon, et Géraud n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Mai a toujours été un garçon, et la seule raison pour laquelle il était déguisé en fille est que sa dernière cible d'arnaque était un homme, donc il devait faire en sorte que cela fonctionne d'une manière ou d'une autre, même s'il vise généralement des cibles féminines, donc c'était une occasion rare. Cela mis à part, il veut se mettre immédiatement au travail pour aider Géraud, alors il l'inscrit à un événement de rencontre plus tard dans la journée, et il a un plan infaillible pour aider Géraud à faire des progrès. Mais se rend à l'événement déguisé en fille et charme tous les hommes présents pour réduire la concurrence de Géraud, et pendant qu'il fait cela, Géraud devra faire son mouvement. Géraud s'assoit en face d'une des dames à l'événement, et après qu'elle se soit présentée, Géraud se prépare à jouer sa carte maîtresse. Il lui dit qu'il gagne plus de 100 millions par an. Cela ne s'est pas très bien passé pour lui, car la fille l'a ignoré après cela, et Mai lui crie dessus en lui demandant pourquoi il ferait une chose aussi grossière, mais Géraud pensait vraiment que cela allait marcher. Il a lu sur un blog que les femmes aiment les hommes qui gagnent beaucoup d'argent, mais même si cela peut être vrai dans une certaine mesure, Mai lui dit qu'il ne devrait pas commencer les conversations comme ça, car cela le fait passer pour un parfait idiot. Il conseille à Géraud au moins de regarder la fille dans les yeux et de sourire avant de dire quoi que ce soit, et Géraud prend les conseils à cœur, mais malheureusement, il a l'air vraiment effrayant quand il sourit. L'événement de rencontre a été un échec total, mais Mai dit à Géraud de ne pas abandonner encore, car le prochain plan est d'utiliser des applications de rencontre. Plus tard dans la journée, Mai réussit à obtenir un rendez-vous pour Géraud, et le rendez-vous a lieu dans un café local, mais Géraud a du mal, car la fille a commandé des desserts pour eux deux, et toute sa formation de maître du poison lui rend très difficile de manger quelque chose qu'il n'a pas préparé lui-même. Et comme vous vous y attendez, la fille a été dérangée par son comportement et est partie au milieu du rendez-vous. Après quelques tentatives infructueuses supplémentaires, Mai dit au revoir à Géraud pour aujourd'hui et lui dit qu'ils se retrouveront demain pour continuer. Cependant, alors qu'il tourne le coin, une voiture arrive en trombe dans la rue, et un homme se penche et attrape Mai. L'homme est le frère aîné de Gold, et il exige de savoir ce que Mai lui a fait, car avant, Gold parlait toujours de conquérir le monde criminel, mais maintenant il dit qu'il veut juste retourner dans sa ville natale et ouvrir une petite entreprise de nettoyage, car le crime n'en vaut pas la peine. Il sait que Mai a dû y être pour quelque chose, alors il va le torturer jusqu'à ce qu'il découvre ce qui s'est passé. Cependant, juste à ce moment-là, le groupe remarque un homme debout au milieu de la rue devant eux, et c'est Géraud. Ils essaient de le renverser, mais Géraud saute par-dessus la voiture, et en même temps, il verse un agent de nettoyage hautement corrosif qu'il a fabriqué au milieu de la voiture, la coupant en deux. Il court ensuite vers elle par derrière, et juste avant que la voiture ne passe par-dessus le pont, il attrape Mai et saute pour se mettre en sécurité. Quant au frère de Gold, après ce qui vient de se passer, la seule pensée qui lui traverse l'esprit est « Vous savez quoi ? Peut-être que finalement, être criminel n'en vaut pas la peine. » Le lendemain, Kinosaki dit à Géraud de le retrouver dans une galerie d'art, et il ne comprend pas pourquoi au début. Mais Kinosaki explique que même s'il obtenait un rendez-vous avec une fille, il le gâcherait en un rien de temps, alors ceci est un rendez-vous d'entraînement pour qu'il puisse travailler sur ses manières. Au fil de la journée, Géraud et Kinosaki parcourent la galerie ensemble, et Kinosaki agit naturellement, mais Géraud est très rigide dans ses réponses. Alors, Kinosaki lui dit de se détendre un peu parce que ce n'est pas un entretien. Cependant, Géraud ne sait pas comment se détendre, alors il s'enfuit et commence à chercher des phrases de drague sur Internet. Mais Kinosaki lui dit qu'il devrait simplement parler normalement, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire pour lui. Alors qu'il continue de marcher dans la galerie, Géraud finit par remarquer un kit de bonbons DI exposé, et ce n'est pas n'importe quel kit de bonbons non plus, c'est le premier qui ait jamais été fabriqué, il y a 40 ans. Géraud est très passionné par les kits de bonbons, et même si celui-ci est un objet de collection qui pourrait facilement coûter 30 millions, il serait prêt à payer 5 fois ce prix pour mettre la main dessus. Kinosaki n'arrive pas à croire qu'un kit de bonbons puisse être aussi cher, mais voir Géraud s'exciter pour quelque chose fait du bien par rapport à son moi habituellement maladroit. Et maintenant qu'il a eu l'occasion de briser la tension en parlant de quelque chose qui lui est familier, il est beaucoup plus détendu et peut réellement faire des blagues sur l'art au lieu de débiter maladroitement des phrases de drague, c'est donc un pas dans la bonne direction. Géraud est reconnaissant que Kinosaki lui offre une répétition de rendez-vous, mais il n'est toujours pas sûr comment un gars comme lui est censé trouver son charme. Mais juste au moment où il dit cela, Kinosaki attire son attention vers un type assis au premier étage de la galerie. À première vue, le mec a l'air d'un parfait bizarre, accroupi près d'une exposition et marmonnant pour lui-même,
mais il a en réalité une épouse aimante et des fans adorateurs qui se précipitent vers lui dès qu'il réalise qui il est. C'est parce qu'il est l'un des artistes les plus célèbres de cette génération, et la même règle s'applique à d'autres talents car les gens sont enclins à aimer ceux qui sont compétents dans quelque chose qu'ils apprécient ou dont ils ont besoin. Cela peut sembler superficiel de dire qu'on aime quelqu'un pour ce qu'il sait faire, mais cela fait aussi partie de votre charme, tout comme votre apparence ou votre personnalité, donc il doit tirer parti de tout ce qu'il a. Jiro comprend ce qu'il dit, mais il ne pense pas avoir de talent qui pourrait être utilisé comme faisant partie de son charme. Cependant, Kinosaki lui dit que si, après tout, il a pu éliminer toute une pièce de méchant tout seul avec ses compétences de maître du poison, et il n'y a pas moyen que quelque chose d'aussi incroyable ne soit pas considéré comme charmant. Kinosaki lui demande de se rapprocher et lui dit que tout ce qu'il a à faire, c'est commencer à aider les gens. Mais avoir quelqu'un qui lui chuchote à l'oreille est une nouvelle expérience, alors Jiro est surpris et recule d'un bond, choqué. Kinosaki continue d'expliquer que s'il fait des choses comme protéger des clients haut de gamme et sauver des otages, de préférence avec des femmes pour en être témoin, avant qu'il ne s'en rende compte, au moins une personne va craquer pour lui. Et cela ne devrait pas être trop difficile pour lui puisqu'il accepte déjà à peu près n'importe quel travail tant qu'il n'est pas carrément malveillant. Jiro ne pense pas vraiment que cela va marcher parce qu'il est un maître du poison qui assassine des gens, mais Kinosaki lui rappelle qu'il n'y a pas de règle, déclarant que Jiro peut aussi sauver des gens. Même ainsi, Jiro dit qu'il aurait l'impression de profiter de la fille s'il agissait comme lui-même juste pour qu'elle l'aime. Mais Kinosaki dit que la façon dont on rencontre quelqu'un n'a pas vraiment d'importance, que vous vous bousculiez naturellement ou que vous la suiviez pendant 3 mois à l'avance, tant que vous vous aimez sincèrement, cela fonctionnera. Prenez Shirtori, par exemple. Il a beaucoup de jeunes filles qui lui font des mamours à cause de son travail, mais il choisit quand même sa femme avant tout. Alors, il lui prend la main et commence à courir hors de la galerie pour s'éloigner de la foule. C'est une démonstration touchante de l'importance qu'ils s'accordent mutuellement, mais Kinosaki espérait aussi obtenir un autographe de Shirtori, alors il court après lui. Plus tard ce soir-là, à la galerie du paquebot, l'un des tableaux a été volé, et cela ressemble à l'œuvre du célèbre voleur d'art, Himekawa. Le garde est furieux parce que le capitaine du navire a consacré beaucoup d'efforts à rassembler ses œuvres d'art de manière pas très légale, et il ne tolérera pas que quelqu'un vole la collection qu'il a lui-même volée légitimement. Il commence à chercher des signes d'un bateau de fuite à proximité, mais ils n'ont rien trouvé sur le radar, alors il suppose qu'elle doit encore être quelque part sur le navire. Cependant, Himekawa s'est déjà échappé grâce à un requin, et elle se dirige tout droit vers la terre ferme pendant qu'il parle. Pendant ce temps, on informe le capitaine qu'un de ses tableaux a été volé, mais il n'a pas l'air trop dérangé car il pense que c'est un petit prix à payer pour enfin se débarrasser d'un nuisible embêtant. Alors qu'Himekawa atteint le rivage, elle s'apprête à retrouver son équipe pour qu'ils puissent tous s'enfuir. Mais soudain, le groupe est englouti par un tourbillon d'eau parce que le capitaine a déjà engagé quelqu'un pour s'occuper d'Himekawa. Pendant ce temps, de retour sur le navire, Kinosaki réitère le plan pour trouver une petite amie à Jiro en le faisant sauver des gens, et Jiro comprend la plupart des choses. Mais il n'a aucune idée de comment il est censé trouver des missions de sauvetage alors que tout ce qu'il a jamais fait, ce sont des assassinats. Kinosaki sort son téléphone et lui montre un site appelé Darknav, et c'est essentiellement un site d'emploi du dark web où toutes sortes de travaux criminels ou douteux sont postés pour que tout le monde puisse les accepter. Cela devrait être très facile pour Jiro de trouver une mission de sauvetage avec ça, et franchement, il est surpris que Jiro n'en ait jamais entendu parler puisque presque tout le monde dans ce métier l'utilise de nos jours. Jiro dit que tous ses travaux passent généralement par le courtier de sa famille, donc il n'a jamais eu besoin de chercher comme ça auparavant. Jiro jette un coup d'œil au tableau des offres, mais il n'est pas très impressionné par ce qu'il voit car presque tous les travaux là-bas sont liés à des arnaques ou à la contrebande. Mais c'est juste parce qu'il est actuellement sur le compte de Kinosaki, et la tromperie est son domaine d'expertise. Après avoir cherché un peu plus, Jiro finit par tomber sur une publication du capitaine du navire qui a pris Himekawa en otage, et il exige que le groupe d'Himekawa lui remette tout l'art qu'ils ont volé s'ils veulent la récupérer indemne. Le monde criminel connaît Himekawa comme une habile voleuse d'art, mais la vérité est qu'elle ne cible que les collectionneurs malveillants qui volent l'art des autres, spécifiquement pour pouvoir le rendre à son propriétaire légitime. C'est pourquoi l'équipe d'Himekawa essaie d'embaucher quelqu'un pour infiltrer la base du capitaine et la sauver. Mais malheureusement, il semble que Jiro et Kinosaki soient les seuls à s'être présentés. Le groupe s'y attendait puisqu'ils n'ont pas assez d'argent pour offrir une récompense décente, et aucun assassin rationnel n'acceptera un travail aussi risqué quand la paie est si basse. Heureusement pour eux, Jiro n'est pas là pour l'argent, alors il accepte de prendre le travail. Il se présente comme un maître du clan du poison, et dès que le groupe entend cela, ils sont terrifiés parce qu'ils ne s'attendaient jamais à croiser un maître du poison ici. Normalement, ils devraient vendre tous leurs organes rien que pour couvrir les frais de courtier pour quelqu'un d'aussi compétent que lui. Mais s'il est vraiment prêt à les aider, alors ils ne vont pas dire non. Cependant, avant que Jiro ne se mette au travail, il a une question très importante, alors il demande au groupe s'ils sont célibataires. Pendant ce temps,
Himekawa est actuellement détenue dans les quartiers privés du capitaine, et le capitaine parle de combien il la trouve belle, alors il dit qu'il lui épargnera la vie si elle accepte de faire partie de sa collection, mais Himekawa refuse catégoriquement. Elle est venue ici pour voler ce tableau parce que le mari de la femme sur le tableau a dit que c'était la dernière chose que lui et sa fille avaient pour se souvenir de sa défunte épouse, alors ils étaient absolument dévastés quand il a été volé. C'est pourquoi Himekawa a accepté de le voler en retour, et elle refuse d'abandonner tant qu'elle ne l'aura pas rendu à ses propriétaires légitimes. Mais le capitaine n'a aucune intention de la laisser faire, alors il ordonne à son mercenaire de torturer Himekawa jusqu'à ce que sa détermination soit brisée. Pendant ce temps, Jiro et Kinosaki sont en route pour sauver Himekawa, et pendant qu'ils courent, Kinosaki dit à Jiro que poser une question comme celle-là était vraiment risqué. Il a été heureux que les gars aient cru que c'était un code pour la mission, mais s'ils savaient qu'ils faisaient cela juste pour essayer de faire craquer Himekawa, cela ruinerait tout le plan si elle le découvrait. Finalement, ils arrivent à l'endroit où le GPS d'Himekawa indique qu'elle devrait être. Mais dès que Kinosaki atteint le haut des escaliers, il se retrouve avec 2 canons de fusil de chasse pointés sur lui par les gardes. Heureusement, avant qu'il ne puisse être abattu, Jiro parvient à éliminer les gardes d'un coup de pied fendu, tout en faisant du farming Dora avec les mains dans les poches. Il se tourne alors pour demander à Kinosaki s'il va bien, et il dit qu'il va bien, mais il commence à penser qu'il devrait s'asseoir celui-ci parce qu'il n'est pas vraiment un type combatif. Cependant, Jiro dit qu'il a besoin que Kinosaki vienne avec lui parce qu'il n'a jamais rencontré cette fille auparavant, et il a peur de tout gâcher s'il est seul. De retour dans les quartiers du capitaine, Himekawa subit la waterboard depuis 5 minutes. Mais le capitaine dit à Ushio de s'arrêter pour l'instant parce qu'il vient d'apprendre qu'il y a 2 intrus à proximité, alors il veut qu'Ushio aille s'occuper d'eux. Et pendant son absence, le capitaine prévoit d'essayer des méthodes de torture plus créatives sur Himekawa. Alors que Jiro et Kinosaki continuent de se diriger vers Himekawa, Kinosaki demande à Jiro ce qu'il compte dire quand il la trouvera enfin. Et tout en éliminant un groupe de gardes, Jiro répond « Bonjour, voulez-vous s'il vous plaît m'épouser ?» Kinosaki lui dit immédiatement que c'est une terrible idée parce qu'Himekawa est probablement terrifiée en ce moment, et la dernière chose qu'elle veut entendre, c'est le gars qui l'a sauvée lui faire une demande en mariage sur place. Pendant ce temps, du côté d'Himekawa, le capitaine pointe une arme sur sa tête, et elle pense qu'il va lui tirer dessus. Mais c'est en fait pire que ça parce qu'il pointe son arme sur le tableau et menace de lui tirer dessus si Himekawa ne se soumet pas à lui. Himekawa a promis de rendre ce tableau en un seul morceau, et elle ne peut pas le faire si le capitaine le détruit, alors elle s'apprête à céder et à accepter de faire tout ce que le capitaine veut. Mais juste à ce moment-là, son bras est complètement arraché, et il voit alors une figure enflammée sortir du tableau et engloutir tout son corps dans les flammes. Mais cette partie n'est qu'une hallucination causée par une dose du poison de Jiro, et le capitaine va être inconscient pour un bon moment. Jiro s'approche d'Himekawa et récite sa phrase d'entraînement, se présentant comme le maître du poison et lui disant qu'elle est en sécurité maintenant parce qu'il est venu la sauver. Himekawa est soulagée que quelqu'un soit venu la sauver, mais elle sait que son groupe n'a pas le genre d'argent nécessaire pour engager un maître du poison. Alors, elle craint que ses amis aient vendu leurs organes pour le payer. Pendant ce temps, Jiro panique parce que même s'il a fait une bonne introduction, il n'a pas pensé à ce qu'il allait dire après, donc il ne sait pas quoi faire maintenant. Kinosaki s'approche et commence à détacher Himekawa avant que Jiro ne dise quelque chose pour tout gâcher. Mais juste à ce moment-là, Ushio attrape Himekawa et l'entraîne au loin. Jiro peut voir qu'Ushio sera un adversaire difficile à battre pour lui, alors il s'injecte lui-même et se précipite sur elle avec une dose létale de poison. Mais avant qu'il ne puisse entrer en contact, Ushio s'échappe avec une soudaine explosion d'eau. Jiro attrape Himekawa et la lance vers Kinosaki pour qu'il puisse la garder en sécurité pendant ce temps pendant qu'il va s'occuper d'Ushio. Ushio tente d'écraser Jiro en remplissant son bras d'eau pour maximiser l'impact, et le coup crée un trou dans le sol. Mais Jiro parvient à bloquer la majeure partie des dégâts. Ushio se précipite alors de nouveau vers Jiro, mais au lieu d'attaquer, elle lui tend une carte de visite et se présente comme une maîtresse de l'eau. Elle vient de réaliser que Jiro est un maître du poison, et elle préférerait ne pas affronter un autre maître parce que les pertes encourues pour le battre seraient trop grandes. Alors, elle demande s'il serait prêt à s'en aller si elle lui propose de payer 10 fois ce que l'équipe d'Himekawa a payé. Pendant ce temps, à l'étage supérieur, Kinosaki remarque que la seringue utilisée par le héros contient encore du liquide, et il envisage de se l'injecter pour pouvoir aider Jiro à se battre. Mais Jiro lui crie de ne pas y toucher parce que ce n'est pas une drogue d'amélioration, c'est du poison mortel. Chaque famille d'assassins a un trait génétique qu'elle transmet de génération en génération, et dans la famille de Jiro, c'est la capacité d'augmenter considérablement leurs attributs physiques lorsqu'ils ont du poison mortel qui coule dans leurs veines. Des traits génétiques comme celui-ci sont aussi la raison pour laquelle Ushio est capable de contrôler l'eau si librement au combat. En ce qui concerne l'offre qu'elle a faite il y a un instant, Jiro la refuse, et elle est déçue d'entendre cela parce qu'elle sait que le combattre va coûter cher, mais elle n'a pas le choix. Elle lance une explosion d'eau sur lui, mais Jiro parvient à l'esquiver parce que ses capacités deviennent plus fortes puis il est proche de la mort.
Cependant, prendre l'une de ces explosions de plein fouet serait une condamnation à mort, donc il doit éviter d'être touché. Ushio ne comprend pas pourquoi Gero investit autant d'efforts dans cette mission alors qu'il n'a rien à y gagner, et elle commence à se demander si Gero et Himekawa pourraient être impliqués romantiquement d'une certaine manière, mais Gero ne répond pas. Il parvient à utiliser une aiguille pour gratter la combinaison d'Ushio, et au début, elle n'est pas trop inquiète. Mais ensuite, la rayure s'enflamme parce que l'aiguille était imprégnée d'un acide hautement concentré. Gero profite alors de l'opportunité pour frapper Ushio plusieurs fois dans la plaque faciale jusqu'à ce qu'elle se fissure. Et pendant qu'il fait cela, il explique que même si Himekawa est une inconnue pour lui en ce moment, elle pourrait devenir quelqu'un de spécial pour lui à l'avenir, alors il va faire tout son possible pour la sauver. La vie de Gero n'a rien eu de normal en termes de socialisation, mais dans le cadre de son entraînement, on lui a enseigné les différentes façons dont les gens ordinaires vivent leur vie grâce à une série de caméras cachées placées dans les pièces de plusieurs familles à travers tout le Japon. Cette immense invasion de la vie privée a été faite pour qu'ils comprennent que les gens ordinaires mènent des vies insignifiantes et triviales, dépourvues de tout but supérieur, afin qu'ils n'hésitent pas quand viendrait le moment de les tuer. Cependant, cette vie triviale consistant à s'asseoir pour le petit déjeuner avec une famille qui vous aime est exactement ce que Gero veut, et il fera n'importe quoi pour l'obtenir, même si cela doit le mener à sa perte. Ushio rit au nez de Gero et lui dit que si le futur chef du clan du poison dit une chose aussi idiote, alors le clan ne va jamais durer, et pour assurer la défaite de Gero, Ushio décide d'utiliser sa carte maîtresse, sa lignée sanguine modifiée, plus les fouets de l'enfer. Cela lui permet de créer un énorme torrent d'eau qui agit comme des fouets aussi tranchants que des rasoirs, et un seul coup de l'un d'eux suffit à déchirer la chair et les os, alors Gero est de nouveau sur la défensive dans le combat. Juste pour énerver Gero, elle cible intentionnellement Himekawa et Kinosaki au milieu du combat, ce qui fait que Kinosaki reçoit une entaille au dos lorsqu'il pousse Himekawa hors du chemin. Ushio s'excuse alors sarcastiquement auprès de Gero d'avoir blessé un innocent et dit qu'elle veillera à le dédommager pour les dégâts, mais seulement s'il peut survivre. Pendant ce temps, en haut, Himekawa se précipite pour vérifier l'état de Kinosaki, et voyant dans quel état il est, elle demande pourquoi lui et Gero font de tels efforts pour elle. Kinosaki lui dit que d'une part, c'est leur travail de la sauver, mais pour Gero, c'est bien plus important qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer, c'est pourquoi il essaie tant de la protéger. Himekawa demande pourquoi Gero irait si loin pour elle, mais Kinosaki ne répond pas à cette question et dit plutôt à Himekawa de sortir d'ici tant qu'elle en a encore la chance car Ushio pourrait la cibler à nouveau si elle en a l'occasion. Cependant, Himekawa refuse d'abandonner les gens qui sont venus sauver sa vie, alors elle demande à Kinosaki s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider, et juste à ce moment-là, les deux remarquent le poison restant de Gero dans l'aiguille. Gero devient plus fort plus il y a de poison dans son système, donc normalement il pourrait gagner ce combat facilement en s'injectant simplement plus de poison, mais tout l'approvisionnement en aiguille qu'il porte sur lui a été écrasé quand Ushio l'a projeté à travers le sol. Avec la quantité limitée qu'il s'est déjà injectée, il n'est pas assez rapide pour s'approcher d'Ushio sans être taillé en pièces. Il a toujours sa propre carte maîtresse de lignée sanguine modifiée, mais depuis son plus jeune âge, on lui a appris qu'il devait faire très attention à utiliser sa lignée sanguine modifiée au combat car une carte maîtresse ne fonctionne que lorsque personne d'autre que vous ne sait ce qu'elle fait. Pour cette raison, on lui a dit que s'il se retrouvait un jour dans un combat contre un autre maître et qu'il est forcé d'utiliser sa carte maîtresse, alors il doit tuer ce maître quoi qu'il arrive. Ushio a probablement appris la même chose, donc elle va certainement tuer Gero dès qu'elle en aura l'occasion, et cela ne lui laisse pas beaucoup d'options autres que d'activer sa propre carte maîtresse. Mais heureusement pour Gero, juste à ce moment-là, Himekawa a sauté de l'étage supérieur et a atterri directement sur lui avec un colis spécial. Gero commence immédiatement à paniquer car il n'a jamais été en contact aussi étroit avec la fille auparavant, alors il lui demande ce qu'elle fait, et Himekawa explique qu'elle ne pouvait pas simplement jeter cela car Ushio l'aurait détruit. Dès qu'elle aurait réalisé ce que c'était. Gero ne comprend toujours pas pourquoi elle a choisi de revenir alors qu'elle est la cible d'Ushio, mais bien qu'Himekawa apprécie que Gero essaie de la sauver, elle n'est pas du genre à rester les bras croisés pendant que quelqu'un d'autre risque sa vie pour elle. Comme prévu, Ushio attrape immédiatement Himekawa et se moque d'elle pour avoir fait quelque chose d'aussi stupide que de revenir alors qu'elle ne peut pas se battre, mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est qu'Himekawa n'était qu'une distraction pour donner à Gero assez de temps pour utiliser son poison restant. Ushio panique dès qu'elle voit la seringue dans la main de Gero et lui ordonne de la jeter s'il ne veut pas qu'elle lui fasse exploser la tête tout de suite, mais Gero a déjà complètement vidé la seringue, et maintenant il a une dose complète de poison dans son système. Il est beaucoup plus rapide qu'avant, si rapide en fait qu'il surclasse facilement la perception d'Ushio, et avant qu'elle ne s'en rende compte, il a déjà poignardé son cou avec une minuscule dose de ce même poison. Pour lui, cela agit comme un amplificateur, mais pour quelqu'un sans résistance au poison comme Ushio, cela provoque l'arrêt immédiat de son corps et de ses organes, donc elle perd le contrôle de ses pouvoirs et sa combinaison explose peu après. Après cela, Gero ramasse Himekawa maintenant inconsciente pour la porter en sécurité, mais il réalise alors que sa main touche sa poitrine,
alors il recommence à paniquer et demande à Kinosaki ce qu'il devrait faire. Pendant ce temps, Ushio est au milieu d'une hallucination torturante où elle sent que son corps est activement en train de brûler jusqu'à devenir cendre, mais finalement, Jiro administre un antidote pour la faire sortir de cet état. Non seulement cela, il se souvient avoir lu que la lignée du clan de l'eau a une condition héréditaire où ils sont allergiques à l'air ordinaire, c'est pourquoi ils portent des combinaisons comme celle-ci et couvrent la majeure partie de leur corps d'eau en tout temps. Alors, puisqu'il a brisé sa combinaison, Jiro lui a préparé une crème pour l'aider à gérer ses réactions allergiques jusqu'à ce qu'elle puisse se faire fabriquer une nouvelle combinaison. Ushio ne comprend pas pourquoi Jiro ferait tout cela et lui demande si c'est sa façon de montrer de la pitié, mais Jiro dit qu'il la remet simplement à sa place. Parce que maintenant qu'il l'a battue et soignée, elle saura mieux que de s'en prendre à lui plus tard. Après tout, cela n'en vaudrait pas l'investissement, et Ushio n'a rien à dire à cela. Ensuite, Jiro se tourne pour s'occuper du capitaine, et le capitaine est absolument terrifié parce qu'il ne veut pas subir une autre dose de poison torturant, alors il s'excuse et dit qu'il ne recommencera jamais, et Kinosaki lui dit que sa collection d'art légalement acquise est bien comme elle est. Donc il devrait s'en tenir à cela et arrêter de voler des œuvres d'art à des personnes innocentes. Sinon, il y aura de graves conséquences. Ushio n'arrive pas à croire que Jiro ait vraiment l'intention de laisser partir le capitaine avec l'équivalent d'une tape sur les poignets au lieu de le tuer après tout ce qui s'est passé, mais Jiro explique que si le capitaine se remet jamais à voler de l'art, alors il sera frappé par le poison du tourment millénaire de Jiro, et c'est sans doute un pire sort que la mort, donc il devrait être assez intelligent pour rester loin des ennuis. Il demande à Himikawa si cela lui convient, et elle dit qu'il n'y a pas de problème car elle n'a pas l'intention de se laisser attraper à nouveau. Sur ce, elle demande à Jiro et Kinosaki s'ils aimeraient qu'elle les raccompagne jusqu'au continent. Ils acceptent tous les deux, mais ils découvrent plus tard que le moyen de transport dont Himikawa parlait était son requin de compagnie. Être obligé de s'accrocher à une nageoire de requin pour sauver sa vie au milieu de l'océan n'est pas très amusant. Quelque temps plus tard, Himikawa parvient à rendre le tableau à ses propriétaires légitimes, et la petite fille est ravie de retrouver le tableau de sa mère. Le reste de l'équipe d'Himikawa est également extrêmement heureux de voir le tableau réuni avec ses propriétaires légitimes, mais pendant qu'ils se réjouissent tous, Jiro se tient à l'écart car il préfère ne pas attirer trop l'attention sur lui. Aja remet le tableau à sa place, et son père explique que sa femme est décédée dans un accident de la circulation quelques années après la naissance d'Aja, donc c'est tout ce qu'il leur reste d'elle. Ils auraient pu vendre le tableau pour gagner assez d'argent et vivre dans une plus belle maison et mener une vie sans souci, mais pour eux, il a trop de valeur sentimentale pour qu'ils l'abandonnent. Juste à ce moment-là, Himikawa appelle Jiro par son nom et lui dit de venir devant la caméra parce qu'Aja aimerait le remercier personnellement. Jiro essaie de refuser car il pense que ce serait gênant, mais Kinosaki lui dit d'accepter puisqu'il mérite un peu d'éloge après tout ce qu'il a fait. Jiro s'avance, et Aja lui dit qu'elle est vraiment reconnaissante qu'il ait sauvé le tableau de sa mère. Himikawa le remercie également car quand elle a appris qu'il était un maître, elle a pensé qu'il serait une de ces personnes au cœur froid qui ne pouvaient pas accorder une pensée aux personnes ou aux choses qu'elle considère comme inférieures, mais elle a réalisé que Jiro est différent des autres. Pendant que tout le monde remercie Jiro, Kinosaki ajoute sa gratitude car c'est grâce à l'accord de Jiro de payer les factures médicales de son frère que celui-ci se rétablit si bien. Jiro n'a jamais eu autant de personnes qui le remercient à la fois, et c'est un peu accablant, alors il s'apprête à sortir pour faire une pause. Mais avant qu'il ne le fasse, Himikawa attire son attention et dit qu'elle veut en fait parler de la récompense de Jiro avant qu'il ne parte. Même s'ils vendaient tous leurs organes, cela ne suffirait pas à couvrir ce que Jiro a fait pour eux, et ils n'ont pas l'argent pour le payer, alors Himikawa propose de faire tout ce qu'il veut pour le rembourser, et Jiro n'était vraiment pas préparé à ce genre d'offre. Kinosaki finit par organiser un rendez-vous galant entre Jiro et Himikawa sous prétexte d'une célébration du succès de la mission. C'est une situation parfaite car après que Jiro l'ait sauvé, l'attirance d'Himikawa pour lui doit être à son comble, donc c'est le moment idéal pour lui de lui dire ce qu'il ressent. Mais malheureusement, Jiro peut à peine aligner 2 phrases pour le moment tellement il est nerveux à l'idée d'être en rendez-vous. Kinosaki observe à distance, mais c'est exactement pourquoi Kinosaki lui a donné toutes ses leçons de conversation. L'une de ces leçons est que quand vous n'avez rien à dire, un bon moyen de lancer une conversation est de complimenter quelque chose qu'elle porte. En ce moment, Himikawa porte plusieurs choses intéressantes que Jiro pourrait complimenter, donc cela ne devrait pas être difficile pour lui. Jiro se souvient des leçons de Kinosaki et se concentre sur le collier que porte Himikawa, mais ses compliments ont besoin d'un peu de travail car la première chose qu'il dit est que le collier a l'air vieux et usé. C'est une terrible façon de commencer une conversation car cela pourrait offenser Himikawa si le collier est important pour elle. Heureusement, ce n'était qu'un bibelot qu'elle a acheté dans un marché aux puces, donc cela ne la dérange pas vraiment. Il y a de nombreuses façons de continuer la conversation à partir de là, mais Jiro ne trouve absolument rien à dire. La plupart des gens se seraient ennuyés ou auraient pris Jiro pour un bizarre à ce stade, mais Himikawa est très décontracté, donc cela ne la dérange pas vraiment. Jiro peut aller bien pour l'instant, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne gâche tout,
Alors Kinosaki décide de lui donner un coup de main et se connecte à l'écran derrière Himikawa pour afficher des messages utiles à Jiro. La gérante du restaurant vient et essaie de lui dire d'arrêter car l'écran n'est pas destiné aux clients, mais Kinosaki fait les yeux doux, et la gérante est instantanément charmée. Pendant ce temps, Himikawa remarque que Jiro n'a encore rien mangé, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas. Il explique qu'en tant que maître du poison, il a été entraîné à ne jamais manger quoi que ce soit qu'il n'ait pas préparé lui-même, donc il a toujours mangé seul. Maintenant, c'est devenu une seconde nature pour lui, donc il a du mal à se résoudre à prendre une bouchée de nourriture dans un restaurant. Himikawa comprend en quelque sorte ce que ressent Jiro car quand elle grandissait, elle était aussi seule la plupart du temps. Elle a grandi dans un orphelinat et était seule la plupart du temps, mais un jour, elle a été adoptée par un vieil homme très riche arrivant en fin de vie. Non pas parce qu'elle était spéciale ou quoi que ce soit, et non pas parce que le vieil homme avait de mauvaises intentions non plus, il n'avait tout simplement pas d'enfant et voulait laisser sa fortune à quelqu'un. Après la mort de l'homme, Himikawa a hérité de son immense fortune et de son domaine familial. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle est tombée sur une pièce remplie d'œuvres d'art inestimables que le vieil homme avait volées dans le monde entier. Elle ne supportait pas l'idée d'hériter de quelque chose qui appartenait légitimement à d'autres, alors elle a dit qu'elle travaillerait à retrouver tous les propriétaires d'origine et à leur rendre leur tableau. Cependant, cela coûtait très cher, donc elle est maintenant pratiquement ruinée. Beaucoup de gens se moquent d'elle pour avoir pris une décision aussi idiote, mais Jiro pense en fait qu'Himikawa est la personne la plus cool qu'il ait rencontrée depuis longtemps. Aujourd'hui était la première fois que Jiro recevait des remerciements aussi sincères parce qu'il avait aidé quelqu'un, mais Himikawa fait la même chose depuis des années, donc elle a dû aider énormément de personnes. Himikawa est émue aux larmes parce que c'est la première fois que quelqu'un d'autre que ses amis la félicite pour ses efforts. Kinosaki pense que c'est le moment idéal, alors elle envoie un message disant à Jiro de l'inviter à sortir maintenant. Après avoir vu cela, Jiro se lève et dit à Himikawa qu'il a une faveur à lui demander. Himikawa commence à rougir car elle voit où cela mène, mais à sa grande surprise, Jiro lui demande seulement de devenir son ami. Elle rit un peu et dit qu'elle aurait juré que Jiro allait l'inviter à sortir. Jiro admet qu'il aimerait faire cela, mais pour l'instant, il ne sait rien d'Himikawa, et plus important encore, Himikawa ne sait rien de lui. Il a peut-être fait une bonne première impression, mais il y a encore beaucoup d'aspects sombres de lui qu'il n'a pas encore abordés. Alors, il veut commencer comme ami pour qu'ils puissent apprendre à se connaître correctement avant de l'inviter à sortir. Himikawa est ouverte à l'idée et accepte de devenir amie avec Jiro, suggérant même qu'ils devraient se revoir bientôt. Mais dès qu'elle est partie, Kinosaki dit à Jiro qu'il a une autre prétendante potentielle en ligne pour lui. La fille unique d'un milliardaire a besoin d'un garde du corps. Dans le cadre de sa mission, Jiro doit accompagner la jeune fille à une soirée étudiante à laquelle elle participe, mais il est absolument nul quand il s'agit de fête. Cependant, la jeune fille pourrait être encore plus mal à l'aise socialement que Jiro, car dès que deux filles essaient de lui parler, elle éclate en sanglots de panique. Elle s'appelle Shiori, et son oncle est celui qui a passé une annonce pour un garde du corps. Il explique que le père de Shiori a bâti cette entreprise de toutes pièces, et après sa mort, son testament stipulait que Shiori hériterait de tout. Mais la tante de Shiori n'est pas d'accord avec cela, alors la rumeur dit qu'elle a engagé un assassin qui utilise des techniques étranges pour éliminer Shiori. L'oncle de Shiori a engagé Jiro parce qu'il savait que ce n'était pas une mission qu'un garde du corps ordinaire pourrait gérer, et c'est beaucoup venant d'un homme qui les a tous soutenus tous les trois pendant toute cette conversation dans le cadre de son entraînement. Shiori remercie Jiro d'avoir accepté de la protéger, et peu après, Jiro se fait passer pour un élève dans le même lycée que Shiori afin de rester près d'elle sans éveiller les soupçons. Cependant, Shiori avait une requête à formuler. Elle dit à Jiro qu'elle voulait assister à une soirée arrosée, et au début, Jiro était contre cette idée parce qu'aller à une fête est beaucoup trop risqué quand on est la cible d'un assassin, mais Shiori veut vraiment y aller car elle n'a jamais participé à ce genre d'événements sociaux. Un seul regard sur son joli visage a suffi pour qu'il cède, alors les voilà. Shiori se lève pour se présenter à tous ses nouveaux camarades, mais après avoir dit son nom, son esprit devient complètement vide car elle ne sait pas quoi dire ensuite. Elle commence à passer en revue tout ce qu'elle avait prévu de dire, mais elle ne parvient pas à prononcer un autre mot, alors elle finit par abandonner et se rassoit. La personne suivante à se présenter est Jiro, alors il se lève et se prépare à montrer ses compétences sociales car il s'est entraîné spécialement pour cela. Il se lève et se présente à tout le monde, et immédiatement après, il prend 4 chopes de bière et les descend sur place avant de les vomir sous la forme d'un gigantesque verre gélatineux. C'était censé être un tour de fête pour paraître cool, mais cela fait simplement que tous les autres le prennent pour un bizarre. Ensuite, il reste un gars qui ne s'est pas encore présenté, alors l'autre lui demande de dire quelques mots à tout le monde, mais Naruko se lève et il ne fait que dire son nom et faire un signe de la main avant de se rasseoir. Il a peut-être l'air un peu étrange, mais il est beau, et il n'a pas sorti un slinky de bière de sa gorge comme Juro, alors toutes les filles craquent immédiatement pour lui, et tous les garçons commencent à être jaloux. Juro est émerveillé par le nombre de filles que Naruko a réussi à attirer alors qu'il n'a même pas fait de numéro de fête,
et il va apparemment devoir faire quelques recherches là-dessus plus tard. Après la fin de la fête, Juro, Shiori et Kinazaki rentrent chez eux, et Juro se tourne pour parler de quelque chose à Shiori, mais elle sursaute car elle est encore un peu tendue. Juro lui demande pourquoi elle s'est forcée à assister à la fête alors qu'elle n'était pas préparée. Il comprend qu'elle veuille travailler ses compétences sociales puisqu'elle va bientôt reprendre l'entreprise, mais il y avait probablement des moyens bien plus faciles d'y parvenir plutôt que d'aller à une fête. En entendant Juro dire tout ça, Shiori se remet à pleurer, mais pas de tristesse. Elle est simplement heureuse que Juro se soucie assez de ses sentiments pour s'inquiéter. Elle explique qu'elle est allée à la fête parce qu'elle voulait faire partie du groupe dans sa classe et apprendre à les connaître un peu, car c'était le dernier vœu de son père. Juste avant de mourir, il a dit à Shiori qu'il l'aimait et lui a dit qu'elle devrait essayer d'aller à une fête de temps en temps parce que la vie est bien plus amusante quand on se lâche et qu'on dit ce qu'on veut dire. C'était les derniers mots qu'il lui a dit avant de rendre son dernier souffle, et Shiori aimerait exaucer son vœu, mais malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à s'ouvrir parce qu'elle craint de rendre les gens agacés, fâchés ou tristes. Maintenant qu'elle y pense, elle n'a même jamais eu une vraie conversation avec son père, et elle ne sait pas non plus pourquoi il a choisi de faire d'elle sa successeur, mais c'est précisément pour cela qu'elle veut s'améliorer au point de pouvoir rire et parler sans peur. Juro peut comprendre cela, mais il lui rappelle qu'elle est actuellement traquée par un assassin, donc elle ne devrait pas tant se mettre en danger. Cela dit, si elle veut aller quelque part, il ne va pas l'en empêcher, car son travail est d'assurer sa sécurité, et c'est ce qu'il va faire. Pendant ce temps, sur un poteau, on voit Naruko espionner Juro et Shiori, et il rapporte à son patron qu'assassiner Shiori va être beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait parce que son garde du corps semble très compétent. Plus tard, on voit Naruko sur un toit avec la tante de Shiori, Fuda, qui lui fait un massage, et elle se plaint de ce que Naruko met autant de temps à faire le travail, alors qu'elle le paie si cher. Si vous vous demandez pourquoi Fuda masse Naruko tout en se plaignant de ses performances, c'est parce que son pouvoir lui permet d'hypnotiser les gens sous certaines conditions, et même si ses gardes du corps savent qu'il lui a fait quelque chose, ils savent très bien qu'ils ne sont pas assez forts pour arrêter Naruko, alors ils le laissent faire, puisque Naruko a toujours l'intention d'exaucer la demande de Fuda de tuer Shiori. 3 jours plus tard, du côté de Shiori, Juro et Kinozaki ont suivi les cours avec elle pour assurer sa sécurité, mais Juro est vraiment investi. Kinozaki lui rappelle qu'il n'est qu'un agent infiltré ici en tant qu'élève, donc il n'a pas vraiment besoin de prêter attention en classe, mais Juro s'amuse beaucoup ici. Il n'a jamais connu l'école dans son enfance, donc tout cela est nouveau pour lui, et il veut en profiter tant qu'il le peut. Pendant ce temps, Naruko est assis au sommet d'un bâtiment adjacent, méditant au milieu des climatiseurs sans chemise, après avoir pris une respiration très profonde, il émet un son qui commence à faire vibrer tout ce qui l'entoure. Les vibrations sont si fortes que même le métal commence à se fissurer, et un instant plus tard, alors que Juro est toujours absorbé par le cours, il perd soudainement son équilibre et tombe en plein sur la table. Alors que le bâtiment commence à trembler, il réalise que cela doit être une attaque directe de l'assassin engagé, mais il n'a aucune idée de qui cela pourrait être puisque personne dans la salle ne semble suspect, donc cela doit être quelqu'un à l'extérieur qui l'a fait. Il sort une seringue en préparation de toute attaque que l'assassin pourrait avoir en tête, et un instant plus tard, le toit de la pièce au-dessus de Shiori s'effondre, alors Juro s'injecte le produit et saute par-dessus le bureau pour la mettre en sécurité. Heureusement, à la fin de tout cela, Shiori a pu s'en sortir indemne sans véritable blessure, mais Juro essaie encore de comprendre ce qui a été utilisé lors de l'attaque qui l'a mis KO un moment. Cette pièce est bien ventilée, donc il ne pouvait pas s'agir d'une simple attaque au gaz, et compte tenu des dégâts, la seule autre possibilité est qu'il s'agisse d'une attaque sonore précise de la part d'un maître du son. De même, Naruko, après avoir vu comment Juro a bien géré la situation, même si ces ondes sonores auraient dû détruire son sens de l'équilibre, réalise que Juro doit aussi être un maître. Après avoir sorti Shiori de la classe, Juro envoie un message pour informer Mitsuhiko de ce qui s'est passé, et Kinozaki pense qu'avec l'attaque récente, il serait préférable que Shiori annule le prochain voyage de camping auquel elle voulait participer, mais en fin de compte, la décision appartient à Mitsuhiko puisque c'est lui qui a engagé Juro. En rentrant chez elle, Shiori demande à son oncle s'il pense qu'elle devrait annuler le voyage, mais à sa surprise, Mitsuhiko lui dit qu'elle peut encore y aller si elle le souhaite. Après tout, rien ne remplace des expériences de jeunesse comme celle-ci, et tant que Juro et Kinozaki sont avec elle, alors quel est le pire qui pourrait arriver? Shiori est vraiment heureuse d'entendre cela, alors elle fait ses bagages pour partir en voyage avec les autres, mais alors qu'elle franchit la porte d'entrée, on aperçoit les yeux de Mitsuhiko, et il s'avère qu'il a été hypnotisé par Narukoko pour inciter Shiori à partir en voyage afin d'en faire une cible plus facile. Juro n'est pas vraiment dérangé par ce voyage, car même si Shiori était resté à la maison, il ne pourrait pas garantir sa sécurité complètement. La seule façon d'éviter qu'il ne lui arrive quoi que ce soit est de s'attaquer directement à la menace, ce qui signifie éliminer le maître du son, mais il n'a aucune idée de qui est le maître du son ni de quand il va frapper, ce qui rend les choses plus difficiles pour lui.
Côté positif, il a réussi à se rapprocher beaucoup de Shiori, mais il panique toujours quand elle s'endort sur son épaule. Pendant ce temps, au fond du bus, Naruko a toutes les filles de la classe hypnotisées et en train de l'adorer, et il affiche le plus grand sourire parce que tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Une fois le groupe arrivé au camp, tout le monde commence à discuter, et Juro se met à s'occuper de toute la cuisine car Kinazaki lui a dit que les filles aiment les hommes qui savent cuisiner, et effectivement, tout le monde est vraiment impressionné par les talents de Juro. Mais pendant qu'il est occupé avec les brochettes, Shiori essaie d'engager la conversation en offrant du yakisoba qu'elle a préparé, mais personne ne lui prête attention. Juro commence à se sentir mal pour elle, mais Kinazaki lui rappelle que Shiori a dit qu'elle voulait comprendre ces choses par elle-même, alors il devrait la laisser tranquille un moment. Shiori commence à chercher un moyen possible d'attirer l'attention des gens, mais elle ne trouve rien, alors elle décide de suivre son plan de secours et va chercher son déguisement dans son sac. Elle avait préparé spécialement pour les urgences comme celle-ci. Il n'y a plus moyen qu'on l'ignore maintenant, alors pendant qu'elle a leur attention, elle s'approche d'une table qu'elle a dressée plus tôt et commence à exécuter un numéro de magie qu'elle a répété à l'avance, faisant apparaître son yakisoba comme par enchantement. Ses camarades de classe sont désormais très intéressés par sa nourriture, alors elle essaie de recommencer, mais cette fois elle rate le tour, et le soba lui tombe sur la tête. Côté positif, cela a quand même réussi à attirer l'attention de tous sur elle, donc maintenant ses camarades savent au moins qu'elle existe. À la fin de la journée, Juro et Kinozaki vont voir Shiori et lui demandent où elle a appris un tour de magie aussi cool, alors elle explique que l'entreprise familiale vend des articles de fête, donc elle a appris quelques tours au fil des ans. Elle n'est pas douée avec les mots, mais à la soirée arrosée, quand elle a vu le numéro de Juro, elle a été vraiment impressionnée, alors elle a pensé qu'elle essayerait aussi, et elle est contente que cela ait marché. Elle remercie Juro de lui avoir donné l'idée, et il en devient tout gêné. Juste à ce moment-là, le chef du groupe prend la parole et demande à tout le monde s'ils ont entendu parler de la malédiction par ici. Apparemment, il y avait autrefois un village dans cette région, et les villageois faisaient des offrandes à leurs divinités locales jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En gros, une fois tous les 2 ans, quand les récoltes échouaient, ils choisissaient l'enfant le plus jeune du village et l'enfermaient dans le sanctuaire là-bas, où un monstre le dévorait. Les villageois ont abandonné la coutume après la guerre, mais une série de catastrophes naturelles ont suivi, et même si plus d'1 millier de personnes vivaient ici autrefois, c'est aujourd'hui complètement désert. La rumeur dit que même maintenant, le monstre Lord Chladney attend toujours sa prochaine offrande. Shiori est absolument terrifié à ce stade, mais le chef du groupe a complètement inventé cette histoire pour faire peur, alors Juro dit à Shiori qu'elle n'a rien à craindre. Quoi qu'il en soit, maintenant que le chef du groupe a suffisamment installé l'ambiance effrayante, il dit à tout le monde qu'il est temps pour l'événement principal de la soirée, l'épreuve de courage qui traverse la forêt du village. Un tas de filles sont excitées car elles pensent que c'est une bonne occasion de se rapprocher de Naruko, mais maintenant qu'elles y pensent, elles n'ont pas vu Naruko depuis un moment. En fait, pendant que tout le monde profitait de la fête, Naruko était occupé à installer toutes sortes de pièges dans la forêt en préparation de son plan d'assassinat, et une fois qu'il a fini, il sourit de satisfaction car rien ne peut plus l'arrêter. L'épreuve de courage devait initialement aller jusqu'au sanctuaire, mais le chemin est bien trop dangereux, alors le délégué de la classe décide de la faire s'arrêter au milieu de la forêt, à un point de repère où les gens pourront prendre des photos ensemble pour prouver qu'ils l'ont fait. Tout le monde est excité par cet événement, et avant qu'il ne commence, Kinozaki dit à Juro que c'est sa grande chance de gagner des points d'affection précieux avec Shiroa, alors il accepte, et jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Shiroa s'est accrochée à Juro pour sa sécurité pendant tout ce temps, et elle s'excuse auprès de lui d'être un tel fardeau, car elle est sûre que le travail de Juro aurait été bien plus facile si elle était restée chez elle. Cependant, Juro lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car cela ne fait pas vraiment de différence, du moins ici. Ils savent plus ou moins où l'assassin va frapper, il sera donc plus facile pour Juro de le contrer lorsqu'il attaquera. Il lui dit de profiter au maximum du voyage car il fera en sorte qu'il ne lui arrive rien, et Shiori est heureuse d'entendre cela. Ils finissent par arriver au stand photo, alors Juro sort un selfie stick fourni par le délégué de la classe pour qu'ils puissent poser ensemble. Cependant, il n'en a jamais utilisé auparavant, alors Shiori propose de le faire à sa place, et ils prennent une belle photo ensemble. Mais quand Shiori va vérifier la photo qu'elle a prise, elle voit une forme floue sans visage à la place de Juro, et Juro est introuvable, alors elle se met à courir dans la forêt à sa recherche. Elle finit par retrouver Juro, mais, malheureusement, ce n'est pas vraiment Juro, et quoi que ce soit, cela vient après elle maintenant, alors elle doit prendre la fuite. Shiori finit par courir jusqu'en haut de la montagne et jusque dans le sanctuaire pour échapper à cette chose, mais, même si elle pensait au début que cela allait être un endroit sûr, elle réalise bientôt qu'il y a un nœud coulant là-bas, et que ce qui était dehors n'est plus dehors. Cela commence à marcher vers elle, et Shiori est paralysée par la peur, incapable de bouger. Mais alors, que la lumière éclaire la silhouette, elle réalise que c'est juste son père, le même père qu'elle a vu mourir sur son lit de mort.
Cela aurait dû immédiatement lui faire comprendre qu'il s'agit d'une ruse, mais elle est trop bouleversée pour penser clairement, alors elle croit pleinement que c'est son père. Elle lui demande pourquoi il a choisi quelqu'un comme elle comme successeur, et c'est là que l'horreur mentale commence car l'imposteur se met à lui crier dessus, disant que la nommer comme successeur était une erreur et qu'elle est trop inutile pour remplir un rôle aussi important. Tout cela a été fait par Naroko pour briser la confiance de Shiori et la mettre sous son contrôle, et, une fois qu'il l'hypnotise, il la dirige vers le nœud coulant et lui dit que ce sera bien plus facile si elle en finit maintenant. Shiori commence à monter les marches, pleinement convaincue de mettre fin à ses jours, comme Naroko l'avait prévu, mais, à la dernière seconde, elle se souvient de tout le plaisir qu'elle a eu plus tôt dans la journée et décide que sa vie vaut vraiment quelque chose après tout, alors elle s'arrête et court de l'autre côté du sanctuaire pour sortir. Cependant, elle n'a pas réalisé qu'il n'y avait rien de l'autre côté de la porte, alors elle tombe du haut de la falaise, et une chute d'une telle hauteur la tuerait à coup sûr. Mais, pour une fois, ses pensées qui se chevauchent s'avèrent utiles car elle se souvient qu'elle a encore un parapluie sur elle et parvient à l'utiliser pour, enfin non, cela n'a pas fonctionné. Heureusement, avant qu'elle ne touche le sol, Juro est arrivé juste à temps pour la sauver, et elle est vraiment soulagée. Juro lui explique que l'assassin doit essayer de faire passer cela pour une auto-agression afin que ses proches ne deviennent pas suspects, car, dans ce cas, il perdrait l'accès à l'héritage. Cela signifie que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, y compris la légende de ce village, a été inventé par Naroko, uniquement pour avoir une excuse pour la mort de Shiori. Juro dit à Naroko qu'il est impressionné par ses capacités parce que, dès que Shiori a pris cette photo, elle a été hypnotisée et s'est enfuie dans les bois à la recherche de Juro, alors qu'il se tenait juste à côté d'elle, et pendant ce temps, Naroko a frappé Juro avec une onde de choc pour le faire tomber et brouiller son sens de l'orientation afin qu'il ne puisse pas la retrouver à temps. Cependant, Juro lui dit qu'il ne laissera pas une telle chose se reproduire, et Naroko dit qu'il a hâte de relever le défi alors qu'il disparaît dans la forêt pour préparer sa prochaine attaque. Juro dit à Shiori qu'il est trop dangereux pour eux de rester ici, qu'ils doivent bouger, mais Shiori n'est pas en état de courir car ses genoux ont cédé sous l'effet de la peur après cette chute. Dans ce cas, Juro lui dit de grimper pour qu'il puisse la porter, mais Shiori n'a pas non plus beaucoup d'expérience en matière de portage, donc c'est la meilleure position à laquelle elle a pu penser. Il n'y a pas le temps de la changer, alors Juro s'injecte quelque chose et se met à courir. Quelques instants plus tard, Naroko active son pouvoir, créant des ondes sonores denses conçues pour manipuler l'esprit dans toute la forêt, tout en étant tranquillement assis dans un fauteuil de massage qu'il a apporté avec lui. Il est, sans aucun doute, impressionné par ce dont le boost de poison de Juro est capable, mais il est certain qu'il gagnera ce combat car ces ondes sonores peuvent atteindre n'importe où sur la montagne, donc il est impossible de les distancer. Pour tenter de contrer la manipulation mentale de Naroko, Juro donne à Shiori une paire de bouchons d'oreilles, mais Shiori dit qu'elle a quelque chose qui fonctionnera encore mieux car elle a apporté un casque anti-bruit. Naroko peut deviner ce qu'il pensait, mais il dit que ce n'était pas une décision intelligente car Juro ne pourra plus entendre ces attaques sonores arriver. Cependant, même si Juro n'entend rien, il parvient toujours à esquiver les ondes sonores en ressentant les vibrations sur sa peau. Cela intrigue Naroko car il ne s'attendait pas à ce que Juro soit capable de faire une telle chose, mais cela n'a pas d'importance car ce casque anti-bruit est inutile contre les ondes sonores précises de Naroko, il les contourne donc facilement et entre dans la tête de Shiori pour reprendre le contrôle. Soudain, Shiori saute du corps de Juro et s'enfonce seul dans la forêt. Naroko utilise ses pouvoirs pour lui montrer une vision de son oncle, lui disant qu'elle n'a été qu'un fardeau et une perte de place pour lui et qu'il serait bien plus heureux si elle mourait déjà, mais Juro la sort de cet état et rappelle à Shiori que rien de tout cela n'est vrai. Son oncle a interviewé des tonnes de candidats gardes du corps avant d'embaucher Juro parce qu'il voulait s'assurer que Shiori soit absolument en sécurité. La seule raison pour laquelle il a décidé d'engager Juro, c'est parce qu'il a vu un avis d'Imikawa parlant de la façon dont il lui a sauvé la vie, et il n'y a aucune raison qu'il ait fait tout cela s'il ne se souciait pas de la sécurité de Shiori. Shiori réalise que Juro a raison et sort de l'illusion de Naroko, mais pour que cela ne se reproduise plus, Juro est obligé de la sédater pour le moment. Cela compromet sérieusement les plans de Naroko puisqu'il ne peut pas hypnotiser Shiori si elle est inconsciente, mais il a encore beaucoup d'astuces dans sa manche, donc il est loin d'avoir fini. Le lavage de cerveau de Naroko fonctionne en extrayant les souvenirs et les sentiments traumatiques d'une personne et en les amplifiant pour brouiller son sens de la réalité. C'est la même technique qu'il a utilisée pour convaincre son oncle d'accepter ce voyage, et Shiori a beaucoup d'insécurités dont Naroko pourrait profiter, mais Juro ne le laissera pas faire. Au même moment, Kinosaki marche dans la rue à la recherche de Juro et Shiori car ils auraient déjà dû être là, mais, soudain, Juro sort de buisson avec Shiori accrochée à lui, et il faut un moment à Kinosaki pour comprendre ce qu'elle voit car elle ne s'attendait pas à ce que leur relation aille si loin si vite. Après que Juro a pris un moment pour expliquer tout ce qui s'est passé, Kinosaki comprend la situation et demande à Juro s'il va bien après tout cela. Il admet qu'il s'est pas mal poussé, mais il va à peu près bien, mais ce n'est pas ce qui est important maintenant. Naroko va toujours s'en prendre à Shiori,
Alors Juro demande à Kinosaki de prendre Shiori et de la faire sortir du village dès que possible. Kinosaki accepte d'abord, mais elle réalise ensuite que cela la mettrait en grave danger. Juro lui dit de ne pas s'inquiéter car Naroko va probablement le cibler en premier. Après tout, il a contrecarré les plans de Naroko 2 fois maintenant, donc il essaiera sans doute de se débarrasser de Juro avant de cibler à nouveau Shiori. Kinosaki rappelle à Juro qu'elle n'est ici que comme conseillère conjugale, donc elle n'a pas signé pour ce genre de risque professionnel, mais juste pour cette fois, elle est prête à accepter. Cependant, avant que Kinosaki et Shiori ne partent, Juro lui demande d'attendre car il veut vérifier quelque chose. Il démonte le casque que Shiori portait et, effectivement, il trouve un émetteur à l'intérieur, probablement installé par Naroko pour faciliter son lavage de cerveau. Il y a encore beaucoup de choses que Juro ne comprend pas dans la technique de Naroko, mais s'il essaie de se cacher et d'attaquer depuis l'ombre, alors Juro va devoir le débusquer. Il comprend que les sons de Naroko sont transmis par les fils qu'il a installés dans toute la forêt, alors il tente de tous les couper avec son acide, mais, à sa surprise, l'acide rebondit sur les fils. Naroko explique que les fils vibrent à des fréquences extrêmement élevées, donc aucun liquide ne peut entrer en contact direct avec eux, et ce n'est pas tout ce que ces cordes peuvent faire. Car, en les utilisant à pleine puissance, Naroko est capable de créer une masse vibrante géante d'ondes sonores, et il semble que Juro soit dans une situation difficile. Mais, soudain, Naroko réalise que sa marionnette a cessé de bouger. Cela le panique un peu car il ne sait pas comment Juro l'a arrêté, et il n'a pas de plan de secours pour cela, alors il sort en courant pour voir ce qui est arrivé à ses fils. Mais, à sa surprise, tous ses fils sont toujours en parfait état. Juro a simplement injecté aux arbres environnants un produit chimique de croissance qu'il a fabriqué, et toutes les nouvelles branches formées semblent avoir perturbé l'attention des fils de Naroko, rendant impossible pour lui de contrôler précisément les sons. Cependant, même si Naroko a peut-être perdu son principal moyen de vaincre Juro, cela ne signifie pas qu'il a déjà perdu, car il a un autre plan pour éliminer Shiori, et il est déjà en cours d'exécution pendant qu'il parle, car il a déjà profité de la peur qui réside dans les cœurs des autres membres de la classe. En entendant cela, Juro réalise que Shiori et Kinosaki sont probablement en danger. Pendant ce temps, au camp, Kinosaki et Shiori retrouvent enfin les autres, mais quand elles arrivent, elles trouvent tout le monde en train de parler de la route mystérieusement détruite, donc il n'y a aucun moyen de sortir maintenant. Elles aperçoivent également la gigantesque marionnette fabriquée par Naroko, ce qui, combiné à l'hypnose de Naroko, leur fait croire que la malédiction du village doit être réelle. En conséquence, dans leur état d'hystérie, ils décident qu'ils doivent faire une offrande s'ils veulent survivre, et cela signifie que la personne la plus jeune ici doit mourir, ce qui se trouve être Shiori. Alors tous ses camarades de classe se mettent à la poursuivre avec des intentions meurtrières. Shiori et Kinosaki commencent à s'enfuir, mais Naroko dit que ce n'est qu'une question de temps avant que les élèves ne l'attrapent et ne la tuent. Juro ne pourra pas les arrêter tant qu'il n'aura pas dépassé Naroko, et, pour être clair, Juro a peut-être arrêté la marionnette géante de Naroko, mais il n'a jamais dit que c'était son seul moyen de se battre. Naroko se met alors à faire vibrer sa main à une vitesse ultra élevée avant de couper un arbre et d'utiliser le bois pour fabriquer un violon avec quelques mèches de ses cheveux comme cordes, et, avec cela, il redevient une menace, car Juro ne sait pas ce que ce violon peut faire. Cependant, il s'avère que ce violon ne sert strictement à rien, et il ne l'a fabriqué que pour tromper Juro. Alors Naruko le lui lance à la figure et se met à courir, cherchant quelque chose. Pendant qu'il court, il commence à utiliser ses ondes sonores hypnotiques sur Juro, essayant de le convaincre que Shiori ferait mieux de mourir ici parce que sa vie ne fera que devenir plus difficile à partir de maintenant. Il sait par expérience qu'un faible qui entre dans le monde des forts ne peut finir qu'en tragédie, donc elle serait bien plus heureuse si elle abandonnait l'idée de devenir PDG, pour que tout cela prenne fin. Cependant, après avoir écouté tout ce que Naruko avait à dire, Juro lui demande simplement s'il a peur que Shiori prouve que sa philosophie est erronée. Après tout, il a déjà utilisé son pouvoir sur elle pour faire ressortir ses traumatismes les plus profonds et les plus sombres. Pourtant, elle les a surmontés par elle-même, ce qui la rend bien plus forte que des gens comme lui ou Juro, qui ont été pratiquement forcés de devenir forts par leur famille. Juste à ce moment-là, Naruko trouve ce qu'il cherchait, alors il fonce à toute vitesse vers l'objet en question. Il s'agit d'un composé de Fighting Side, un composé curatif que les arbres libèrent dans l'air. Les techniques du maître du son ne sont pas adaptées au combat rapproché contre quelqu'un comme Juro, il a donc besoin que son corps soit dans un état parfait pour avoir une chance, et c'est là que le Fighting Side entre en jeu. Il n'a plus qu'à inspirer profondément, et il pourra générer une onde sonique assez puissante pour éliminer Juro. Cependant, au moment où Naruko finit d'inhaler tout le composé, sa vision devient soudainement floue, et il réalise alors que Juro a dû libérer un gaz empoisonné dans le Fighting Side pour le piéger et l'obliger à l'inhaler. Il réfléchit rapidement et se prépare à expirer tout le gaz toxique d'un seul coup pour qu'il ne l'affecte pas, mais il est déjà trop tard car Juro le rattrape et lui fourre un polymère absorbant l'eau dans la bouche, l'empêchant d'expirer le gaz. Immédiatement après, Juro frappe Naruko au ventre,
le mettant KO. Cependant, ce n'est pas parce que Naruko a été éliminé que les effets de son hypnose disparaissent simplement, donc il est sûr que les autres étudiants cherchent toujours Shiori pour la sacrifier pendant qu'il parle. Pendant ce temps, les étudiants la cherchent effectivement encore, mais elle a réussi à trouver une assez bonne cachette derrière une bûche tombée, donc il n'y a aucun moyen qu'il la trouve. Le groupe finit par abandonner complètement sa recherche et décide de sacrifier la deuxième personne la plus jeune de la classe, qui se trouve être cette fille. Au même moment, Kinosaki vient de trouver un chemin menant hors du village, donc il devrait pouvoir s'en sortir vivant s'il parte maintenant, mais Shiori dit qu'elle a l'intention de revenir. Kinosaki lui dit que c'est de la folie parce que tous ces gens essayaient de la tuer il y a un instant, mais Shiori répond que si elle ne revient pas, ils finiront par se sacrifier les uns les autres, et faire quelque chose comme ça les marquera à vie, alors elle veut les arrêter avant que cela n'arrive. Et elle a une idée pour le faire. Pendant ce temps, en haut de la colline, les autres s'apprêtent à tuer Ozawa pour la sacrifier au monstre, mais avant qu'ils ne puissent lui fracasser le crâne, Shiori apparaît soudainement et leur dit d'arrêter. Le groupe est toujours hystérique, alors ils se précipitent tous vers elle pour pouvoir l'utiliser comme sacrifice, mais Shiori s'est déjà préparée à cela, elle réalise un tour de magie avec le feu de sa bougie et convainc tout le monde qu'elle est une sorcière capable d'exorciser le monstre. Tout cela était un acte soigneusement construit avec l'aide de maquillage et de conseils d'art oratoire de Kinosaki, et elle a prévu toute la routine, mais juste à ce moment-là, Ozawa, celle qui allait être sacrifiée à la place de Shiori, crie que Shiori ne fait que jouer la comédie pour éviter d'être sacrifiée. Parce que si elle pouvait vraiment se débarrasser du monstre, pourquoi ne l'aurait-elle pas fait plus tôt? Shiori reste calme et dit qu'elle attendait que son pouvoir s'accumule pour pouvoir abattre le monstre, et cette explication suffit à tout le monde, alors ils lui demandent tous d'éliminer le monstre immédiatement, sinon ils devront quand même la sacrifier. Intérieurement, Shiori a vraiment envie de s'enfuir, mais elle sait que si elle part, quelqu'un ici va mourir, et Kinosaki la rassure en lui disant que son plan va fonctionner, alors elle entre pleinement dans son personnage et utilise un stratagème pour lancer une boule de feu sur le monstre. La boule de feu de Shiori n'est pas réellement assez puissante pour détruire cette chose, mais cela n'a pas d'importance car Kinosaki a déjà informé Juro du plan, donc il va se lancer dans les airs et souffler du gaz inflammable sur le monstre pour qu'il prenne vraiment feu. Grâce à leurs efforts combinés, le géant est complètement englouti par les flammes, et la vision de sa destruction ramène tout le monde à la raison. Ils sont alors tous très confus et se demandent ce qu'ils faisaient il y a un instant, mais Shiori intervient pour les empêcher de se souvenir et leur dit qu'elle aimerait déplacer le feu de camp. Pendant ce temps, dans la forêt, Naruko admet finalement sa défaite face à Juro car il n'a plus rien dans son sac de trucs, mais Juro lui dit que celui à qui il a perdu est en réalité Shiori, car c'est elle qui a surmonté sa faiblesse, ce qui a conduit à sa défaite. En entendant cela, Naruko repense à sa jeunesse, quand son père l'a forcé à se battre à mort contre son frère aîné sans raison autre que d'éliminer le frère le plus faible. Ainsi, Naruko a été forcé de tuer son frère aîné contre son gré, et depuis lors, pour se justifier, il s'est dit que tuer les faibles est une forme de miséricorde. Il voit Juro s'éloigner, alors il lui demande s'il ne va pas l'achever puisqu'il a perdu, mais Juro dit qu'il n'en a pas l'intention. Il comprend que l'entraînement de Naruko a dû lui bousiller le mental parce qu'il a subi un entraînement similaire quand il était jeune, alors il lui dit que s'il veut vraiment guérir, il devrait trouver quelqu'un à qui parler de sa propre faiblesse. De retour au camp, tout le monde a pratiquement oublié ce qui s'est passé, et ils s'amusent tous autour du feu de camp. Quand Shiori voit Juro arriver, elle fouille dans son sac pour lui offrir un cadeau qu'elle a pris pour lui. Il s'agit d'un méga pack des bonbons Mix Max que Juro adore tant, et Juro a presque une crise cardiaque car c'est le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. Le lendemain matin, tout le monde se réveille en pensant que tout ce qui s'est passé la nuit dernière était un rêve, et ils se souviennent tous avoir vu Shiori comme une sorcière ou un exorciste quelconque, mais Shiori balaie cela en disant que c'était leur imagination. Quelques minutes plus tard, l'oncle de Shiori arrive avec une flotte d'hélicoptères pour récupérer elle et tous ses camarades de classe. Une fois tout le monde à bord et sur le chemin du retour, Shiori remercie Juro pour tout ce qu'il a fait car, grâce à lui, personne n'a eu à mourir et aucun de ses camarades n'a à se sentir coupable de ce qui s'est passé la nuit dernière. Juro explique que tout ce qu'il a fait a été de leur administrer à tous un petit filtre à mémoire pour que cela ressemble à un rêve, donc ce n'est pas si grave, mais Shiori veut quand même remercier Juro, alors elle lève la main pour essayer de lui tapoter la tête. Juro recule instinctivement parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui touche la tête, et il demande à Shiori ce qu'elle pense faire. Elle explique qu'elle voulait essayer de lui tapoter la tête comme récompense. Juro semble un peu mal à l'aise avec l'idée, mais Kinosaki dit à Shiori d'y aller parce que Juro a juste besoin de s'habituer aux compliments. Ainsi, Shiori tapote la tête de Juro pendant tout le trajet du retour, et lui reste là, mi-gêné, mi-heureux d'être remercié. Pendant ce temps, en ville, la tante de Shiori vient de recevoir un appel de Naruko lui disant qu'il ne pourra pas remplir le contrat comme prévu, donc il va lui rembourser ses honoraires. La tante de Shiori est furieuse lorsqu'elle apprend que Naruko a échoué dans sa mission. Elle avait engagé un assassin de réserve pour des situations comme celle-ci,
mais elle a très peu confiance en lui car il a l'air bien trop ridicule pour être réellement compétent. Effectivement, quelques minutes plus tard, Shiori et les autres arrivent au bâtiment de sa tante, et Juro n'a absolument aucun mal à assommer le deadshot de pacotille. La tante de Shiori leur demande s'ils sont là pour lui prendre la vie ou pour sa fortune, mais Shiori dit qu'elle n'est là ni pour l'une ni pour l'autre. Au lieu de cela, elle veut demander à sa tante de la former. Elle dit qu'elle est pleinement consciente des efforts que sa tante a investis pour construire l'entreprise aux côtés de son père, et elle veut être à la hauteur de cet héritage. La tante de Shiori ne comprend pas pourquoi Shiori dit tout cela après qu'elle a envoyé un assassin pour tenter de la tuer, mais Shiori dit qu'elle comprend pourquoi elle l'a fait parce que sa tante valorise l'entreprise plus que la vie elle-même. Avant que le père de Shiori ne meure, il a rencontré sa tante et lui a dit qu'il savait qu'elle n'était peut-être pas d'accord avec sa décision de laisser Shiori diriger l'entreprise, mais si Shiori parvenait à prouver qu'elle était une successeur digne, il a demandé à sa sœur de faire tout son possible pour veiller sur elle. Après s'être rappelé ce souvenir et en voyant le visage enthousiaste de Shiori, elle réalise qu'elle s'est trompée sur elle tout ce temps et accepte de travailler avec elle à partir de maintenant. Shiori est vraiment heureuse d'apprendre cela, alors elle se tourne pour annoncer la bonne nouvelle à Juro et Kinosaki, mais à sa surprise, les deux ont déjà disparu. Au même moment, Juro porte Kinosaki tout en glissant le long du bâtiment, et Kinosaki lui demande s'il est sûr de vouloir partir comme ça alors qu'il n'a même pas encore obtenu les coordonnées de Shiori, mais Juro dit qu'elle a déjà assez de préparation pour devenir PDG, donc elle n'a pas besoin du stress supplémentaire de se marier dans une famille comme la sienne. Kinosaki comprend le point de vue de Juro, mais il pense tout de même que c'est dommage car il avait le sentiment que Juro et Shiori feraient un couple parfait, mais bon, toutes les relations ne fonctionnent pas au final. Cependant, alors que Kinosaki se prépare à trouver la prochaine correspondance de Juro, Shiori arrive à moto à la recherche de Juro et lui demande d'attendre parce qu'elle a encore quelque chose à faire avec lui, alors elle les invite, lui et Kinosaki, à une soirée arrosée. Plus tard dans la nuit, ils se réunissent tous dans le parc pour boire ensemble. Juro et Shiori veulent clairement se parler, mais ils sont absolument nuls pour tenir une conversation, donc ils peuvent à peine sortir plus de 2 mots à la fois. Kinosaki décide d'intervenir pour mener la conversation avant que Juro ne gâche ses chances avec Shiori, mais juste à ce moment-là, Juro se lève et dit qu'il a un nouveau tour de magie qu'il veut montrer à Shiori. Kinosaki ne pense pas que ce soit une très bonne idée puisque son dernier tour de magie ne s'est pas très bien passé, mais Shiori veut vraiment le voir, alors Juro se préparait, par un tour de passe-passe, il fait apparaître une fleur dans sa main. Un instant plus tard, des dizaines de fleurs pleuvent du ciel, et ce ne sont pas n'importe quelles fleurs, il a fait en sorte que Kinosaki ait une fleur assortie à son écharpe et que Shiori ait sa fleur préférée. Il pensait autrefois que les tours de fête consistaient à attirer l'attention par tous les moyens, mais grâce à Shiori, il comprend maintenant qu'il s'agit plutôt de comprendre son public et de s'assurer qu'il repart heureux et diverti. Shiori, émue par les paroles de Juro, dit qu'elle a aussi un nouveau tour qu'elle veut lui montrer. Alors, ils passent les heures suivantes à se montrer mutuellement tous les tours qu'ils connaissent. Ce n'est peut-être pas une conversation ordinaire, mais ils communiquent désormais assez bien, donc Kinosaki est satisfait. À la fin de leur petite fête, Shiori dit à Juro qu'elle a passé une excellente soirée, et Juro ne sait pas vraiment quoi répondre, alors il lui dit simplement de faire de son mieux pour diriger son entreprise. Shiori promet de donner tout son possible, mais il y a encore une chose dont elle voulait lui parler. Elle dit qu'elle ne veut négliger aucun aspect de son avenir, que ce soit diriger l'entreprise, terminer ses études universitaires ou tomber amoureuse. Entendre cela laisse Juro stupéfait car elle parle clairement de lui, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'oncle de Shiori arrive pour la chercher et les interrompt. Shiori dit alors au revoir à Juro, mais avant de partir, elle lui demande de l'ajouter à sa liste d'amis, et c'est ainsi que Juro a finalement obtenu son 3e ami normal. Après le départ de Shiori, elle commence à paniquer parce qu'elle est si heureuse d'avoir réussi à obtenir les coordonnées de Juro, et Juro n'en revient toujours pas parce qu'il n'est pas sûr qu'elle l'aime vraiment ou si elle était juste polie. Kinosaki est fier des progrès de Juro et commence à préparer la prochaine mission de Juro pour dimanche, mais Juro lui dit qu'il est occupé ce jour-là parce qu'il doit assister au mariage de son meilleur ami.